Alors, bonjour, monsieur, Gilbert Achcar. Merci d'avoir accepté, l'invitation de la coalition du Québec, Urgence Palestine, pour participer à une de nos soirées d'information, formation sur, les dessous du conflit actuel entre, Israël et le peuple palestinien de Gaza. Vous avez été professeur à Paris 8, chercheur à l'Institut Marc Bloch de Berlin. Et vous êtes maintenant professeur émérite à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Vous avez écrit plusieurs ouvrages et articles, dont Les Arabes et la Shoah, et à venir très prochainement, quelque chose qui concerne directement notre propos dans cette série de conférences, Gaza, un génocide annoncé, un tournant de l'histoire mondiale. Alors, pour commencer et pour situer un peu les enjeux géopolitiques assez complexes de la région qu'on appelle en langage colonial le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, selon la puissance coloniale qui fait la classification. Depuis 1989, plus ou moins la fin de la guerre froide, on a assisté à une reconfiguration des rapports de force géopolitiques à l'échelle internationale. Dans quelle mesure cette reconfiguration-là s'est-elle manifestée dans la région? Hmm. Oui, enfin, ce qui s'est passé entre la période charnière qu'ont été les années 90 et ce qui a suivi, c'était la transition d'une guerre froide à une autre. Hein. Mon ouvrage le plus récent a pour titre La nouvelle guerre froide, les États-Unis, la Russie et la Chine, du Kosovo à l'Ukraine. C'est une étude précisément de ce changement. Et la configuration était pratiquement la même, au sens où les États-Unis ont poussé vers une comment dire, une exacerbation des tensions avec la Russie post-soviétique, bien sûr, puisqu'on parle d'après les années 90, et la Chine. Et ceci a créé donc une sorte de relations triangulaires qui relèvent d'une nouvelle guerre froide. Alors, quelles conséquences pour le Moyen-Orient? Eh bien, la conséquence principale, c'est que la Russie est intervenue à partir de 2015 dans la région. 2015, c'est un an après l'invasion de la Crimée par la Russie et l'intervention russe dans l'est de l'Ukraine. Donc, on est dans une situation où la Russie, dans le contexte de cette rivalité avec les États-Unis, a commencé à pousser ses pions à l'échelle mondiale et ça s'est traduit au Moyen-Orient. Or, la Syrie est un vieil allié de l'Union soviétique. L'Union soviétique avait une présence militaire et c'est la principale présence militaire soviétique dans la région, puisque ça comprenait un port, donc un accès portuaire à la Méditerranée. Et puis, donc, la Russie est intervenue en 2015, cette fois pour défendre le régime Assad, le soutenir à un moment où il était en difficulté, malgré l'intervention de l'Iran à ses côtés. Et depuis, on a vu une expansion du rôle de la Russie qui est intervenu en Libye, qui est intervenu au Soudan. Bon, si on parle du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, donc de l'espace arabophone, hein, il y a eu une expansion du rôle russe et c'était clairement en rivalité avec les États-Unis, comme ça avait pu l'être du temps de la guerre froide, de la première guerre froide, si vous voulez. Voilà. Alors, maintenant, si l'on veut parler des tout récents événements, nous avons de nouveau un chamboulement
un grand chambardement des relations internationales et qui est en un sens plus original que ce qu'on a connu entre l'ancienne guerre froide et la nouvelle guerre froide. C'est que là, on passe à une reconfiguration totale du monde et l'émergence d'un axe néofasciste. Hein. Bon, nous sommes entrés dans ce que j'ai appelé dans un article l'âge néofasciste, l'ère néofasciste, si vous voulez, cela est marqué fortement par le retour de Trump à la présidence des États-Unis, qui est qualitativement plus à droite, plus à l'extrême droite que ce qui fut durant le premier mandat Trump. Voilà, et cela a donné un espace aux extrêmes droites à l'échelle mondiale, à tous les régimes enfin, qui se trouvaient sur cette pente du néofascisme. Et puis, ça donne lieu à une convergence entre les États-Unis et la Russie, vu les affinités entre les néofascistes américains et le régime néofasciste de Poutine. Donc, on est là maintenant en plein chamboulement. C'est ce qu'on appelait le grand chambardement des relations internationales. Mais quelles conséquences cela va avoir sur le Moyen-Orient? Il est un peu tôt pour le dire. Par contre, quelles conséquences l'arrivée de Trump ou le retour de Trump au pouvoir à Washington, là, les conséquences sont très claires. Dans un feu vert renforcé, qui est un feu vert beaucoup plus fort, beaucoup plus intense que le feu vert de l'administration Biden donné à Israël, là, c'est pratiquement enfin, autant l'administration Biden avait déjà fait acte de complicité avec Israël dans la guerre génocidaire menée à Gaza, avec quelques réticences, hein, avec quelques réticences, dans les derniers mois, une suspension des livraisons d'un type de bombe le plus meurtrier en zone urbaine, hein, les bombes d'une tonne. Eh bien, on voit que Trump a tout de suite rétabli tout cela et c'est un véritable, là, c'est carte blanche donnée à Netanyahou. On le voit clairement dans cette guerre génocidaire et il y a de fait, si vous voulez, une alliance qui s'affiche de manière beaucoup plus ouverte aujourd'hui entre Washington et Israël que ça n'a été, enfin, que ça a été le cas auparavant. Crois que c'est quand même, on peut dire que c'est quand même une constante de la politique, américaine depuis 67 à tout le moins, de soutenir assez inconditionnellement Israël. Mais, je voudrais peut-être revenir un peu en arrière de la période, actuelle, pour voir, entre autres l'effet de l'afflux important, de populations, pas toujours juives, mais en tout cas d'origine russe, en Israël même. Et un peu l'effet sur la droitisation de la vie politique israélienne. Oui, mais d'abord, permettez-moi de dire que il y a quand même de grandes différences entre les présidents américains dans le rapport à Israël. Vous ne pouvez pas mettre Barack Obama dans le même sac que Trump. Hein. Barack Obama était en conflit ouvert avec Netanyahou. La pression qu'exerçait l'administration américaine sur la question des colonies en Cisjordanie était réelle, même si elle n'était pas très forte. Bien sûr que les États-Unis auraient pu faire beaucoup plus et que Obama ne l'a pas fait. Mais je crois qu'il y a quand même une différence qualitative avec Trump. Trump, déjà lors de son premier mandat, a dépassé si vous voulez, tout le consensus qui existait
aux États-Unis sur la politique à l'égard de la question Israël-Palestine. Il a, comme vous savez, de fait accepté l'annexion du Golan, occupé depuis 1967. Il a également, de fait, entériné l'annexion de Jérusalem en déplaçant l'ambassade des États-Unis vers cette ville. Donc autant de gestes. Bon, je peux en ajouter, il a fermé la représentation de l'OLP à Washington. Donc vous voyez qu'il a fait des choses qui étaient en rupture claire avec ses prédécesseurs. Euh, bon, alors Biden n'a pas rétabli tout cela. Donc Biden, il y a une continuité, si vous voulez, entre Trump et Biden dans le fait que ce sont les deux présidents les plus pro-Israël, qui d'ailleurs, dans le cas de Biden, n'a pas arrêté de se déclarer sioniste, n'est-ce pas? Donc ce sont les deux présidents les plus pro-Israël dans l'histoire des rapports entre Israël et les États-Unis. Et là, avec Trump 2, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, sur ce qui se passe sur le plan démographique en Israël, ce n'est plus aujourd'hui une question d'origine ethnique, hein. Bon, parce que là, par exemple, parler de l'immigration russe, ça a tari depuis longtemps. Non, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une émigration et une immigration politique. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'Israéliens et d'Israéliennes écœurés par le glissement à l'extrême droite, hein, la dérive à l'extrême droite de leur pays, eh bien, quitter le pays vers souvent l'Allemagne, enfin, par une ironie de l'histoire, hein, vers l'Allemagne ou vers d'autres pays, ou bien sûr vers les États-Unis, où il y a un très grand nombre d'Israéliens et d'Israéliennes. Et à l'inverse, vous avez les plus excités des, de l'extrême droite sioniste religieuse en particulier, qui affluent vers Israël. Et ce double mouvement n'a fait que renforcer la dérive à l'extrême droite de la société israélienne et donc de la politique israélienne. Là, depuis 2022, depuis la fin 2022, on a un gouvernement qui est, au sens le plus strict du terme, une coalition entre des néofascistes, c'est-à-dire le Likoud, c'est un parti néofasciste hein, dont les origines enfin, remontent au révisionnisme de Jabotinsky, qui était un grand admirateur de Mussolini, et des néo-nazis parce que les Ben Gvir et Smotrich, même dans la presse critique israélienne, ont été qualifiés de néo-nazis. Et ce sont ce qu'ils sont. C'est des gens qui affichent ouvertement une position raciste mais, et une position exterminatrice, si vous voulez. Et là, enfin, c'est cette configuration-là qui est à l'origine eh bien, de cette guerre génocidaire. Bon, déclenchée, c'est vrai, par les attentats, enfin l'attaque plus exactement, l'opération menée par le Hamas le 7 octobre 2023. Mais ça, c'est un peu comme le 11 septembre 2001, n'est-ce pas? Un peu comme le 11 septembre 2001 Une espèce de d'Israël, c'est-à-dire que c'est saisi comme prétexte pour des guerres. Alors, ça a été l'occupation de l'Irak par l'administration Bush, qui avait, qui était pas, enfin, je veux dire, directement lié à ce qui s'était passé. Et là, évidemment, le génocide, la guerre génocidaire menée à Gaza n'a rien à voir en proportion avec l'attaque du 7 octobre. Hein. C'est enfin au-delà de toute proportion. C'est pour ça que c'est une guerre génocidaire, parce qu'on parle de,
eh bien, on est déjà au-delà des 50 000 morts recensés, ce qui, selon les experts de ce genre de conflit, doit être multiplié au moins par 4 pour avoir le nombre plus général des morts directes et indirectes dus à ce qui se passe. Donc, on n'est pas loin du quart de million de morts. Hein. C'est une hécatombe absolument abominable et ça continue, et ça continue. Donc voilà dans quelle situation on est. Alors là, ils ont le vent en poupe puisque Trump est revenu à la présidence. D'ailleurs, je dirais à cet égard que Netanyahou a fait tout ce qu'il pouvait pour aider Trump dans sa campagne présidentielle et que si c'était Kamala Harris qui était revenue, il aurait eu beaucoup moins les coups des franches qu'il ne l'a aujourd'hui. Donc il y a, hein, il ne faut pas sous-estimer les différences qu'il peut y avoir entre, entre un néofasciste comme Trump, qui soutient à fond Netanyahou, et des démocrates qui, bon, quand même, gardent une certaine distance critique. Même si, encore une fois, Biden a été très loin, Biden en particulier, dans le soutien à Israël, en rupture avec Obama, dont il avait été le vice-président, et avec une certaine tradition politique. Mais en même temps, est-ce que ça explique aussi cette espèce de soutien sans faille des États-Unis à Israël, l'extension du champ d'activité? Parce qu'il y a le génocide à Gaza, mais il y a quand même les incursions en Syrie qui dépassent largement le Golan et qui profite probablement de l'incertitude liée à l'émergence d'un nouveau pouvoir en Syrie. Il y a évidemment l'extension à la Cisjordanie avec une multiplication des exactions de colons soutenus par l'armée. Encore cette semaine, il y a eu ce réalisateur de No Other Land, un des quatre co-réalisateurs de No Other Land qui a été... Bon, on l'a su parce qu'il était connu à l'étranger, mais comme beaucoup d'autres a été victime d'exactions. Il y a les incursions périodiques au Liban en profitant de la fragmentation politique qui y règne depuis un certain temps. Est-ce que ça explique les tentatives d'étendre le génocide à tout le moins en Cisjordanie et plus largement dans des territoires qui peuvent revêtir une importance stratégique pour Israël, comme par exemple les ressources aquafères du, du, Oui. du Golan. Ou, bon. Oh, bon, pour le moment, il n'y a pas d'extension de la guerre génocidaire en Cisjordanie. Par contre, ce qu'il y a, c'est une poussée très forte vers ce qu'on appelle l'épuration ethnique. Et ça s'applique à Gaza aussi, parce que le fait qu'il y ait eu une guerre génocidaire ne signifie pas que la population dans sa totalité a été exterminée. Heureusement, hein, ce n'est pas le génocide nazi des Juifs européens qui en avait exterminé une très grande proportion. Bon, là, c'est une proportion très importante, c'est pour ça que c'est une guerre génocidaire, mais enfin, ça laisse quand même une population qui est là, plus de 2 millions de personnes, même si donc on tient compte de ce quart de million qui ont été tués. Et on voit que le gouvernement israélien, et d'ailleurs Trump lui-même l'encourage dans cette voie, n'est-ce pas, eh bien, vise à l'épuration ethnique, c'est-à-dire à l'expulsion de cette population de son territoire. Alors, pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver un moyen, puisque ce qui aurait été le plus naturel, c'est les expulser en Égypte, ces Gazaouis. Mais l'Égypte, évidemment, refuse parce que ça lui créerait un problème immense. Donc, l'affaire, pour l'instant, est bloquée. Mais ce qu'ils font en Cisjordanie, c'est un peu la même chose, avec l'espoir aussi de pousser les Palestiniens de Cisjordanie vers la Jordanie, de l'autre côté du fleuve. Donc, on est en plein dans
dans une continuation de ce point de vue-là de la Nakba de 1948, qui était essentiellement une épuration ethnique, une guerre d'épuration ethnique qui aboutit eh bien, à ce que 80% de la population du territoire dont s'est emparé Israël par la guerre de 48, 80% de la population palestinienne en a été de fait expulsée, ou en tout cas ils sont partis, ils n'ont jamais été autorisés à revenir. Voilà. Donc, alors, on est là dans cette situation-là. Maintenant, le Liban, c'est, alors là aussi, il faut le dire, il y a eu un mauvais calcul de la part du Hezbollah et de l'Iran derrière, hein, qui a voulu symboliquement enfin, contribuer à ce qui se passait à Gaza, là, donc à la résistance à la guerre qu'Israël a menée à Gaza, par une guerre limitée avec l'illusion énorme que cette guerre, que cela resterait limité. Or, évidemment, ils ne s'attendaient pas à ce que Israël, une fois le gros du travail terminé à Gaza, s'est retourné contre le Hezbollah et a lancé à partir de septembre dernier une offensive en règle qui a d'ailleurs surpris le Hezbollah parce que elle était, vous savez, vous vous rappelez les beepers et toutes ces choses-là, et qui a finalement abouti, cette offensive, à décapiter l'organisation et à l'affaiblir considérablement. Voilà. Et donc, pour Israël, c'était pour Netanyahou une victoire à ajouter à son palmarès. Et le grand affaiblissement du Hezbollah, le fait que la Russie était engagée en Ukraine, enlisée en Ukraine depuis l'invasion de 2022 et avait donc retiré le gros de ses moyens militaires de Syrie, eh bien, la conjonction de ces deux événements ont fait que le régime syrien, qui ne tenait que sur ces deux jambes-là, une jambe iranienne et une jambe russe, eh bien, s'est effondré. Et là aussi, c'est, bon, du point de vue d'Israël, c'est un coup très fort porté à l'Iran, puisque la Syrie était une pièce stratégique dans ce couloir qui va de l'Iran, qui passe par l'Irak, donc qui passait par la Syrie et qui arrivait au Hezbollah libanais. Eh bien, la Syrie, ça y est, elle est sortie de de, de, de ce couloir-là, et cela affaiblit considérablement les moyens de l'Iran, et donc, en même temps, donc, cela contribue à maintenir, à perpétuer l'affaiblissement du Hezbollah qui ne pourra pas euh, reconstituer ses forces comme il l'avait fait après la guerre de 2006. À travers la Syrie. Là, c'est terminé. Cette voie-là est terminée. Et donc, voilà, on est dans une situation très différente. Et la grande question maintenant, c'est l'Iran elle-même, parce qu'il bon, il y a le Yémen, et donc on voit que les États-Unis sont entrés de manière encore plus intensive en guerre contre le régime Houthi au nord-Yémen. Mais la grande cible, c'est l'Iran. Et Israël, enfin Netanyahou, ne rêve que d'une chose, c'est eh bien d'entraîner, ou plutôt d'obtenir la participation des États-Unis à une offensive militaire de grande envergure sur les installations nucléaires iraniennes. Pour l'instant, Trump euh, menace de le faire tout en proposant aux Iraniens de, eh bien, un accord qui pourrait éviter l'action militaire. Mais cet accord constituerait en fait une capitulation qui serait très dure à avaler pour le régime iranien
Et c'est pour ça que les choses sont bloquées et que la probabilité, eh bien, d'une action militaire contre l'Iran, eh bien, grandit de jour en jour, hein. C'est avec le retour de Trump à la Maison Blanche, c'est quelque chose qui est devenu de l'ordre plus que du possible, même du probable. Donc, ça va modifier considérablement les rapports, de force, géopolitiques, dans la région en donnant une prééminence, à Israël, qui est sans commune mesure, avec le rôle qu'il pouvait jouer, jusqu'à présent. Ah, tout à fait, mais si vous voulez, en gros, c'est clair pour tout le monde que l'Iran a été très affaibli. L'Iran, qui était un peu le principal adversaire d'Israël dans la région. Donc l'Iran a été très affaibli depuis octobre 2023, enfin jusqu'à aujourd'hui. Et donc, enfin, Israël, bon, s'en donne à cœur joie militairement. On le voit en bombardant la Syrie, parce qu'il faut noter que l'écroulement du régime Assad, eh bien, a entraîné la destruction par Israël de tous les moyens militaires que ce régime avait. Ce qui signifie clairement que tant qu'il y avait le régime Assad, Israël n'avait pas de problème parce que il savait que ce régime empêchait toute action à partir de territoire syrien contre l'occupation israélienne du Golan syrien, d'un territoire syrien, et que une fois ce régime tombé, eh bien Israël a eu peur que l'armement dont il disposait puisse être utilisé par d'autres avec des intentions différentes vis-à-vis d'Israël. D'où cette destruction, et puis qui continue. Donc Israël, maintenant, plus que jamais auparavant, bon, c'était déjà le cas auparavant, mais là, ça a atteint un maximum, se donne, n'est-ce pas, la liberté d'intervenir, de bombarder Beyrouth, Damas, bon, comme, comme ils veulent, hein. Et donc, c'est un changement, évidemment, des rapports de force très, très important. Et l'administration Trump va essayer de pousser vers, eh bien, une collaboration plus directe entre Israël et les monarchies du Golfe et un peu l'axe américain, si vous voulez, pro-américain dans le monde, au Moyen-Orient arabophone, c'est-à-dire vous avez les monarchies du Golfe, vous avez l'Égypte et la Jordanie, hein, euh, qui sont liés, étroitement liés aux États-Unis militairement. Et ce que veulent les États-Unis, c'est établir une sorte d'OTAN arabe, d'OTAN régional ou arabo-israélien, si vous voulez, à partir de cela. Et l'administration Trump va souhaiter très fort. D'ailleurs, ce que Biden avait continué à faire après le premier mandat Trump, il avait continué, poursuivi sur la même lancée en essayant, en donnant la priorité à des tentatives d'établir des rapports diplomatiques directs entre le Royaume saoudien et Israël, hein. Alors, jusque-là, ça n'a pas été fait, mais c'est dans cette direction que les choses vont. Sauf que pour y arriver, il faudrait trouver un règlement pour ce qui se passe à Gaza que les États arabes, et notamment le Royaume saoudien, peuvent accepter, peuvent présenter comme étant, un compromis acceptable. Et pour eux, il est important qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une entité palestinienne ou un État palestinien, même si Netanyahou n'aime pas du tout cette formule. Mais bon, dans les conciliabules en cours, on va voir qu'est-ce qui va se dégager, mais
il y a la préparation quand même d'une sorte de règlement par lequel Gaza serait mis sous tutelle avec peut-être un déploiement de forces arabes, euh, et puis, euh, et puis une autorité palestinienne modifiée, hein, changée avec avec un rôle direct des Émirats arabes unis dans tout cela, qui serait donc, comment dire, une entité palestinienne de collaboration avec Israël, comme l'est déjà l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, hein, qui s'est lancée dans une offensive contre Jénine et d'autres localités de Cisjordanie en pleine guerre génocidaire israélienne à Gaza. Eh bien, dans ce sens-là, voire pire, bon, donc il y en a qui poussent dans cette direction-là, et c'est ce qui, pour les États arabes, comme la monarchie saoudienne, pourrait être appelé État palestinien, solution à deux États, et donc leur permettre d'établir de dire que le dossier est clos en quelque sens, hein, et d'établir des rapports normalisés, entre guillemets, avec Israël. Et la position égyptienne, là-dedans, qui est un peu, inconfortable parce qu'il y a historiquement des liens importants, l'Égypte a administré Gaza jusqu'en 67, et c'est encore le seul point de passage non israélien est quand même le point de Rafah, donc heu, Oui, tout à fait, mais bon, c'est pour ça que dès le départ, on sait que, d'ailleurs, dès le début des opérations après le 7 octobre, bon, peu après, il y avait eu un document qui avait fui du ministère des renseignements israélien et qui établissait des scénarios pour Gaza, dont le scénario favori était l'expulsion des Gazaouis dans le Sinaï égyptien, hein. Bon, alors l'Égypte, évidemment, a protesté très fortement et s'oppose radicalement à une telle chose, pas parce que pas parce que le régime égyptien a une quelconque, n'est-ce pas, sympathie pour la question palestinienne, mais simplement parce que cela créerait un énorme problème pour la dictature égyptienne. Et donc, bon, là, ils ont essayé de faire des propositions et tout, mais je crois que, bon, elles ont été rejetées par Israël, en tout cas, ces propositions égyptiennes, et les États-Unis vont essayer, enfin, l'administration Trump, il me semble, à un moment donné, va intervenir pour un peu tirer les marrons du feu et proposer une sorte de compromis entre tout le monde qui pourrait ressembler, eh bien, à ce fameux accord du siècle que Trump et son gendre, Jared Kushner, avaient, avaient proposé, vous savez, vous vous rappelez, en très grande pompe en 2020. Hein, c'était Trump qui l'avait appelé l'accord du siècle, sauf que ça avait fait flop, hein, parce que, bon, Netanyahou l'avait soutenu, mais évidemment du côté palestinien et puis du côté arabe, enfin les Palestiniens, l'autorité palestinienne l'a rejeté, même l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, et puis les États arabes l'ont soit rejeté, soit ont montré qu'ils étaient pas chauds, quoi. Et donc, c'est tombé à l'eau. Ben, moi, je n'exclus pas le fait que Trump revienne à cela, hein, en leur disant, ben voilà, moi, je vous ai proposé l'accord du siècle. Si vous l'aviez accepté, il n'y aurait pas eu tout cela. Et puis maintenant, bon, ben voilà, c'est ce qu'il y a sur la table. Donc, je n'exclus pas ce genre de scénario. et un autre, effet, c'est quand même l'affaiblissement important, des institutions internationales,
bon, le secrétaire général de l'ONU est persona non grata en Israël. L'UNRWA ne peut plus à toute fin pratique fonctionner. Il y a eu des décisions de la Cour internationale de justice qui ont été tout à fait ignorées. Euh, Netanyahou a les moyens de contourner le mandat de la Cour pénale internationale, donc c'est probablement un des derniers contre-coups de cette guerre à Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Et je voudrais souligner à cet égard que le fameux ordre libéral international, hein, fondé sur des règles, hein, pour prendre la formule entière, n'est pas tombé avec le retour de Trump à la Maison-Blanche. Il s'est écroulé avant. Il s'est écroulé avant, avant même qu'il soit certain que Trump revienne à la Maison-Blanche. Il s'est écroulé sous l'administration Biden et le soutien ouvert, la complicité ouverte des États-Unis dans ce premier génocide réalisé par un État industriel avancé. Hein. C'est le premier depuis 1945 que vous avez. Eh bien, la complicité des États-Unis dans ce génocide, en bafouant le droit international, les institutions internationales et tout le reste, eh bien, ça a joué un rôle considérable dans l'effondrement de ce qui restait de cette fiction qui s'appelle l'ordre libéral international fondé sur des règles. C'était déjà une totale fiction, mais là, avec la guerre de Gaza, si vous voulez, la guerre de Gaza a été un peu la pierre de touche. Hein, le génocide à Gaza a été la pierre de touche qui a finalement eh bien, révélé la fin, la mort de cet ordre. Et dans ce sens, l'arrivée, le retour de Trump à la Maison-Blanche est dans la droite ligne des choses. Il ne fait que qu'amplifier et que porter à enfin, à l'extrême ce qui a commencé sous Biden. Hein. Trump est en train de détricoter complètement tout l'ordre atlantiste, hein, qui avait été mise en place depuis 1945, tout le système d'alliance des États-Unis qui était sur la base bon, d'une bon, soi-disant défense du monde libre contre l'Union soviétique, eh bien, le monde libre, c'est vraiment pas la marotte de Trump. Il n'a rien à faire. Trump est un antilibéral avoué, très clairement. Et on n'a qu'à le voir avec son entourage, son vice-président et tout, qui soutiennent tous l'extrême droite européenne, par exemple, pour prendre le cas de l'Europe. Hein. Ils ont beaucoup plus d'affinité avec l'extrême droite européenne qu'avec les gouvernements dits libéraux en Europe. Et en même temps aussi, ils ont plus d'affinité avec Vladimir Poutine que même avec Zelensky. Hein. C'est dans l'ordre des On choses. a vu de façon assez remarquable dans l'entrevue Oui, avec Zelensky, oui. oui, c'était sidérant, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Bon, alors, Monsieur Ashkar, je vous remercie et nous avons pu profiter de votre éclairage sur ce qui se passe actuellement sur le plan géopolitique dans la région. Donc, encore merci au nom de la coalition. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et puis je vous souhaite bon succès dans votre combat. Merci, c'est le nôtre. Je pense que c'est un combat qu'on partage. Voilà.